tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Click d'Alix, nouvelle saison, nous sommes en septembre. Et qui de mieux pour inaugurer cette nouvelle saison que Madame Swan Périssé. Bonjour à tous. Je t'attrape juste après un périple en vélo. Oui. Tu sais que quand j'ai regardé tes stories, je me suis dit, est-ce qu'elle va arriver à temps? Oui, c'est ça. Ouais, j'avais des engagements et tout, et les gens étaient là, mais tu arrives au Danemark très lentement, à vélo en fait, à bicyclette. Mais non, je suis là à temps. Et justement, je suis trop contente de pouvoir faire cette interview avec toi, parce que ce que je te disais tout à l'heure dans l'ascenseur, c'est que j'ai assez peu reçu de créateurs de contenu vraiment engagés sur des thématiques sur lesquelles tu es engagé, comme l'écologie, le féminisme. Et c'est un truc, à titre perso, sur lequel aussi je réfléchis de plus en plus. Et je trouvais ça vraiment chouette de pouvoir échanger ensemble et trop cool. pouvoir débunker un peu tout ça. La première question que je voudrais te poser, c'est la question du choix du nom pseudo, finalement, parce que t'es arrivé sur les réseaux avec ton nom propre. Ouais. Pourquoi? Est-ce que c'était une volonté dès le début, un choix un peu réfléchi, ou est-ce que t'avais pas d'idée et tu t'es dit, ce nom semble bien? Je trouve que mon prénom fait vraiment scène. Donc mon prénom Swan, c'est un prénom de garçon à la base. Donc je trouvais ça... j'aimais trop, quoi, ce prénom. Ouais. Souvent, on me demande est-ce que c'est ton nom de scène et tout. Il y a des gens qui pensent que je mens. Je dis non, c'est mon vrai prénom. Ils me disent non, mais ton vrai prénom. Ça fait un peu... je crois qu'il y a un film dans lequel ils font ça avec une prostituée. Bon, bref. Ça y est, je suis partie très très vite. Ça fait même pas une minute. J'ai dit le mot prostituée. Je sens qu'on va se parler. Je sens que ça va être un très bon moment. Non, mais le prénom Swan, c'était stylé. Périssé, j'ai regretté les premières années, notamment avec la pression de mon père, qui voulait pas que je garde mon prénom. Mon père qui m'a pas trop soutenue dans le déballement de ma vie privée sur Internet. Okay. Et artistiquement en général. Mais en fait, quand j'ai pensé à changer, j'étais trop connue, donc je dis bon, c'est comme ça. Oui, c'est ton identité après tout. Ouais, voilà. Et après, il y a beaucoup ce truc. Moi, j'ai commencé par faire du stand-up, donc à la base, j'étais humoriste sur scène. Je suis encore humoriste sur scène, mais parmi plein d'autres métiers. Et en gros, quand tu fais du stand-up, le propre du stand-up, pour moi, la définition, c'est que tu parles en ton nom. Donc tu vas arriver, tu vas donner des opinions, parfois des messages. Tu fais passer des messages très profonds. Mais parfois, tu dis des trucs super légers, mais le fait que ce soit en ton nom, je trouve ça un peu plus courageux, quoi. C'est plus impactant. Ouais, j'en parlais avec Yacine Bellous, qui est un humoriste que j'adore, que je vais voir ce soir sur scène d'ailleurs. Et lui, il disait, ouais, des gens qui arrivent et qui disent, oui, il faut faire ça, la politique, ça doit être comme ça. Et après, ils disent, et je m'appelle truc machin, bidule, et c'est un faux nom, quoi. Et je trouve ça stylé d'incarner vraiment ouais, t'es en corrélation défends, quoi. Avec tes idées et ta personne, quoi. Ouais, je peux dire ça aujourd'hui. Au début de ma carrière, je pensais pas forcément ça. Mais vu que sur scène, on monte avec nos vêtements, notre voix, nos opinions, je trouve ça plus stylé d'être vraiment qui tu es, quoi. Après, voilà, moi, je suis pas non plus... j'ai pas 10 millions d'abonnés et je peux comprendre que ces gens cherchent l'anonymat. J'ai souvent réfléchi, par exemple, à prendre un pseudo pour mes papiers administratifs. Parce que c'est un peu angoissant que les gens puissent te retrouver. Moi, j'ai pas d'adresse depuis 3 ans. Mais je sais que la violence du harcèlement en ligne, parfois tu te dis s'ils retrouvent mon adresse via je sais pas. Ouais, un livreur ou un truc comme ça qui vient chez toi. Après moi j'ai pas d'adresse depuis 3 ans, donc quand je reçois des menaces de viol ou de mort, je dis cherchez-moi. Alors, trouvez-moi que je cache les gars. Je vis dans une caravane souvent, donc bon courage pour. Alors le stand-up là, parce que tu viens d'en parler, tu commençais à quel âge? J'ai commencé le stand-up sérieusement à 21 ans. Ok. J'ai 31 ans. Ouais, ça fait 10 ans. Ouais. C'est un truc sur lequel tu voudrais revenir un peu plus? Ah oui, c'est vraiment le projet des 2 prochaines années là. Ah, d'accord. Ouais. En gros, j'ai arrêté par fatigue émotionnelle. C'est un métier quand même super difficile. Tu montes sur scène devant des publics qui te connaissent pas. Moi, j'ai commencé le stand-up, j'avais pas du tout les réseaux sociaux. Personne qui regardait mon travail, quoi. Aujourd'hui, quand je fais des petites scènes de stand-up et tout, forcément, la salle, elle est remplie vite, surtout quand je fais des trucs un peu modestes, quoi. Donc ça, c'est trop chouette. T'as le public qui te porte et tout. Parce que t'es Swan Périssé sur les réseaux et donc les gens viennent te voir aussi. Ok. Mais à l'époque, moi, j'ai beaucoup fait des spectacles devant 2-3 personnes, quoi. C'est vraiment violent émotionnellement. Ou alors, tu vas dans des clubs de stand-up qui sont connus, mais toi, t'es pas connu. Ouais. Et là, t'as 60 personnes qui te connaissent pas, qui ont pas forcément ton humour, qui sont habituées à un autre humour. Et à Paris, il y a un peu ce truc de fais-moi rire, quoi. Ouais. Donc moi, j'ai trouvé ça très très violent. Donc j'ai arrêté quand ça a commencé à marcher sur Internet, parce que tout simplement, c'était plus joyeux, ça me protégeait plus, puis j'étais épuisée de la scène, quoi. Et là, revenir avec toute la réflexion de notamment ces 3 dernières années où j'ai vécu une vie pas du tout parisienne, pas du tout classique, qui était celle que j'avais quand je faisais du stand-up, donc je racontais un peu les mêmes choses que les autres, quoi. Là, je me suis dit, j'ai vraiment des choses à défendre, notamment en écologie, en féminisme, mais de façon humoristique, quoi. Donc là, la scène, c'est devenu
ça redevient indispensable, quoi. Ça doit venir du cœur parce que c'est très fatigant. Tu dois commencer à te concentrer à... Bon, ça dépend qui, mais à 17h30, 17h45, tu dois être en forme physique, tu dois avoir toute ta voix, tu dois pas être fatigué, tu dois pas être émotionnellement perturbé parce que c'est de la scène, c'est du live tout le temps, tu vois. Alors que sur YouTube, sur les réseaux ou même en live sur Twitch, bah tu peux être plus toi-même, etc. Sur scène, c'est vraiment des performances d'une heure. Tu dois tenir des centaines de personnes. Et t'es confronté quand même direct à la vie du public. Ouais. Quand tu prends des beats, t'as envie de mourir. T'en as fait des gros beats comme ça? Ouais. J'ai fait la première partie de Mathieu Madénian et je pense que j'ai fait 10 minutes de vide, quoi. Devant 900 personnes. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu t'en rends compte au moment où tu le fais ou c'est avec le recul? Ah non, tu t'en rends compte immédiatement. Ah oui, donc en fait, plus t'en rends compte, plus t'en rends compte, plus le public s'en rend compte. Plus tout le monde est gêné. Ouais, plus tu l'incarnes dans ton corps et dans ta voix, et du coup, le public sait. C'est une torture, quoi. C'est comme quand ça se passe mal avec quelqu'un, un date, tu vois. Genre, tu sens que la gêne est de pire en pire, tu vois. C'est horrible. C'est horrible. C'est très gênant. Tout le monde te regarde. Allez, madame, il faut partir de la scène maintenant. Et maintenant, je suis de plus en plus à l'aise avec ce que je raconte. Donc, d'une certaine façon, ça vient au-dessus de est-ce que les gens rigolent ou pas. Parce qu'en gros, je vais venir raconter une histoire ou défendre un truc, et il se trouve qu'il y a des blagues au sein de ça, tu vois. Donc, parfois, vu que c'est plus important ce que je raconte que le rire, bah, je vais le défendre à fond et tout. C'est un vrai truc qui t'est arrivé. Et est-ce que c'était une période angoissante financièrement? Parce que quand tu démarres dans le stand-up, t'as que ça comme taf ou t'as autre chose à côté? Moi, j'ai vécu 4 ans de grosse précarité. Grosse précarité. Non, parce que avec le recul, en fait, j'ai des parents qui viennent d'une classe moyenne supérieure, donc souvent, je revois des interviews de moi il y a 6-7 ans et je suis là, si tu veux, tu peux tout faire et tout. Bah, c'est facile de dire ça quand t'as tes deux parents qui vivent pas loin de toi. Moi, j'ai grandi à Paris, enfin, tu vois, c'est super bourgeois, en fait. Donc, j'étais pas dans une précarité horrible. Si tout allait mal, j'avais toujours de la famille chez qui aller. Mais oui, j'ai vécu quelques années en vivant à Paris avec 750 € par mois, quoi. Donc, je sous-louais mon appart sur Airbnb. À un moment, on était 3 dans 55 mètres carrés. Et donc, j'ai été intermittente. Après, j'ai eu une période difficile où, en plus, j'ai été souvent blessée. Enfin, en gros, j'ai eu des fractures visage. Ah, blessée physiquement? Ouais. J'ai eu des fractures au visage et je me suis cassé le pied. Et du coup, j'ai perdu mon intermittence. C'est ça la précarité de l'intermittence, en fait. Quand t'es intermittent, ça va. Mais quand tu te casses une jambe, quand tu te casses le nez et tout, bah après, tu peux plus monter sur scène. Et... Donc là, j'ai perdu mon intermittence. Et après, j'ai travaillé au marché. Donc pendant quelques années, je vendais des légumes au marché. L'après-midi, je faisais des vidéos YouTube. Et le soir, j'allais sur scène. Donc là, en fait, c'est un moment où tu acceptes de mettre ta vie de Swan entre parenthèses. Ouais, j'avais pas de vie sociale. J'avais pas de copains, mais bon, ça fait longtemps, je crois. Waouh. Ouais, surtout ta vie, ton image, en fait. Donc moi, j'ai fait des grandes études, j'ai fait Sciences Po Paris. Et quand tu fais Sciences Po Paris, et que 3 ans plus tard, tu croises des collègues qui ont un CDI super bien payé, et que toi, t'as les mains pleines de terre et t'as un tablier, et quand il fait moins 10 degrés sur le marché, aujourd'hui, moi, je suis trop fière d'avoir fait ce métier, et je pense que c'est le métier que je referais si j'ai des périodes de nouveau de galère. Ouais, de galère financière, parce que j'ai adoré faire ce métier. Mais en gros, il faut accepter que t'es plus... t'as décidé d'être artiste et donc de potentiellement vendre des légumes au marché et pas de faire un job dans un bureau valorisant, de dire ça à ta famille, de dire ça, voilà. Mais est-ce qu'on t'a fait des remarques ou est-ce que c'est toi qui projetais? Non, c'est moi, c'est que dans la tête. Enfin, je sais pas. Enfin, en plus, les bobos, ils trouvent ça très cool de travailler au marché. Tu vois, ils sont là, putain, c'est trop cool. Du coup, tu connais tous les légumes. Et genre, tu manges des topinambours, tu sais cuisiner les blettes. Et d'ailleurs, il y a des gens qui disent blettes. Non, il y a des débats. Un petit gratin de blettes, ça passe toujours très bien. Voilà, c'est ça. Et non, je pense que c'était que moi avec moi, mais dans la vie, c'est... Enfin, on court que après ça, je pense. Enfin, tu vois, on a parlé, juste toi et moi, avant. Les réseaux sociaux, c'est pareil, avoir plein d'abonnés ou être riche, ou pouvoir dire je suis réalisateur ou je suis réalisatrice au lieu d'assistant réal et tout, c'est que... Oui, sur LinkedIn, en ce moment je suis à fond sur LinkedIn. Ouais, moi je suis pas du tout sur LinkedIn, par exemple. Alors ça, c'est pas une grande découverte, je le vois, les gens, tu sais, avec des posts à rallonge et tout, alors qu'en vrai, tu vois, même moi sur LinkedIn, il y a écrit quoi? CEO, Groupe Co. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Qu'est-ce que je fais? On court tous après ce qu'on croit devoir être, quoi.
Donc accepter un truc qui nous fait peur au début, c'est difficile. Mais moi, j'ai adoré travailler au marché. J'ai appris plein de choses. Puis ça te permettait de faire... non, c'est vrai. Plein de légumes, plein de recettes de cuisine. J'étais dehors de 6h à 14h. J'adorais la relation client. J'adorais mes patronnes, qui étaient des femmes trop inspirantes et tout. Puis ça te permettait de faire du stand-up. Et ça me permettait de faire du stand-up. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que c'est indispensable pour un humoriste de se lancer sur les réseaux ? Parce que c'est ce que tu as fait finalement quand tu as couplé les deux et puis après, hop, tu as vraiment priorisé les réseaux. Et j'ai l'impression, tu vois, pour connaître un peu de gens dans ce milieu, que malheureusement, ceux qui n'ont pas pris le tournant des réseaux, galèrent un peu plus à remplir leur salle. Quoi. Ouais. Je pense que c'est pratique pour remplir ta salle, mais je pense que c'est pas du tout indispensable. En fait, je pense que dans la vie, chacun se fait sa propre définition de la liberté. Et ce qui est difficile, c'est d'aligner sa vie avec sa propre définition de la liberté. Et il faut trouver ce qui te rend heureux. Mais donc, il y a plein d'humoristes, d'ailleurs, les meilleurs humoristes. Je peux citer... il y a des humoristes qui sont très, très bons, qui sont pas connus sur les réseaux sociaux. Rémi Boy, par exemple. Adrien Arnoux, je sais même pas s'il continue, d'ailleurs. Lenny Mbunga. C'est vraiment des humoristes qui sont très, très forts et qui ont décidé de pas se développer sur les réseaux. Je sais pas s'ils arrivent à remplir leur salle. J'ai pas de nouvelles depuis longtemps, puisque justement, ils sont pas sur les réseaux. Mais c'est des humoristes brillants qui aussi défendent des trucs sur scène qui peuvent être super controversés et tout, mais au moins il n'y a pas de traces vidéo, quoi. Ah oui, il y a ce biais-là aussi. Ouais, en gros, sur scène, t'es beaucoup plus libre. Moi, j'ai des trucs politiquement pas du tout corrects sur scène, parce que je sais qu'on va pas venir me saouler, me dire « Ah, mais t'as dit ça, etc. » Puis en tant qu'écolo, en plus, j'ai énormément d'autodérision, donc je vais faire des blagues non écolo sur scène, parce que je sais qui je suis, je sais que mes combats... je suis très en phase avec mes convictions écologiques dans ma vie. Et donc, faire des blagues sur ça sur scène, c'est trop drôle. Sauf que parfois, je mets une story et il y a un paquet d'M&M's, parce que moi, je mange plein de cochonneries. Mais en ordre de grandeur, c'est pas le truc le plus polluant. Tout le monde va me dire « Oui, mais tu manges des M&M's. » J'ai envie de les taper. Et alors que j'ai pas pris l'avion depuis une décennie, tu vois. Non, j'exagère, mais... Mais ça, c'est un sujet... Voilà. En gros, sur scène, t'es beaucoup plus libre. Donc non, moi, je pense pas du tout qu'il faut être sur les réseaux. Je pense qu'il faut trouver ta définition de la liberté et la faire. Alors, quelle est la tienne ? Parce que là, comme tu reviens avec une volonté de revenir sur scène, ça veut dire que ce que tu vas proposer, c'est en accord avec tes valeurs et en accord avec ta liberté. Ouais. Donc, sur quoi t'es partie ? C'est vrai que j'ai pas ma définition de la liberté. Moi, je me rends compte, c'est bien, les contradictions, tu vois. Je peux pas te la sortir comme ça. Et moi, je sais que, par exemple, je vais essayer de faire du stand-up différemment. Donc moi, j'adore faire des voyages zéro carbone, donc marcher très longtemps à pied, faire du vélo. Voilà. Ouais. Donc là, j'ai fait 1600 km à vélo. Et donc là, j'ai commencé à me foutre la pression pour le stand-up. Je me suis dit, faut que je sois à Paris, faut que je sois d'abord dans cette salle, puis que je passe dans cette plus grande salle, faut que je travaille avec la meilleure prod, puis il faut que je fasse l'Olympia et tout. Enfin, ça peut paraître arrogant, mais c'est un peu comme ça quand t'es dans le milieu, tu vois. Et après, je me suis dit, mais pourquoi j'irais pas faire une tournée dans des bleds un peu paumés, genre à pied, tu vois. Peut-être pas que je vais faire ça. Le cumul. Ouais, voilà, je vais peut-être pas faire ça, mais en fait, par exemple, quand tu traînes dans les humoristes, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais t'es pas à Paris, ou oui, mais le public de province, c'est un public qui regarde plus. C'est des êtres humains, en fait. Et genre, quand t'aimes monter sur scène et rigoler avec les gens, voilà. Oui. Donc, par exemple, il y a une scène qui est très connue à Montpellier, donc moi, j'habite à Montpellier maintenant. Il y a une scène qui est très connue à Montpellier. Et tout le monde me dit, ouais, il faut que tu ailles dans ce club de stand-up et tout. Et moi, j'ai pas trop eu le temps. Et je vais tout le temps dans un club de stand-up, qui est un club, en fait, qui fait aussi de la musique et tout. Et à chaque fois que j'y vais, tout le monde est assis à l'arrache, parce que quand je fais des stories, il y a genre 150 personnes, alors que normalement, il y a 80 places. Les gens sont entassés, assis sur des tapis, des trucs, debout et tout. Et moi, j'adore jouer là-bas, quoi. Et c'est pas du tout classe. Mais c'est ta définition de ce que tu trouves cool, quoi. Ouais, moi, je trouve ça trop cool de voir les gens. Après, on boit des coups ensemble, on rigole trop. Je les enjambe pour aller sur scène, je rigole, je leur dis de s'asseoir sur scène et tout. Ça me plaît, il y a un public, il est content, moi, je suis contente. On rigole, je peux rester longtemps. C'est pas cadré, mais c'est pas le club où il faut jouer à Montpellier, quoi. Ça s'appelle le Salon des Indépendants. On mettra dans la barre d'infos. Allez voir le Salon des Indépendants à Montpellier, c'est un endroit trop cool. Et voilà, donc j'ai pas besoin d'autre chose, en fait. Pourquoi j'irais là où il faut aller, parce qu'on me l'a dit, tu vois. Oui, puis tu peux partager aussi tes convictions, notamment tout ce qui est écologie. Ouais. En gros, moi, du moment qu'il y a un public qui est content, et moi, je suis contente. J'ai pas envie d'aller dans un endroit où on assoit forcément les gens sur
sur des petites chaises et on dit c'est tant la place, tu vois, j'ai envie que ce soit... Je suis une grosse hippie en fait. C'est une belle définition. Ouais, c'est ça. Et ça vient d'où, ça, ce côté justement, en lien, quand tu dis je suis une grosse hippie, on a l'image, tu vois, de quelqu'un un peu proche de la nature, mais c'est en lien avec tout ce que tu partages, l'écologie, le minimalisme, tout ça, ça vient d'où? Est-ce que tu as eu une éducation dans laquelle tu as été sensibilisée à l'écologie? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je pense que de la génération de mes parents ils ont 66 ans. Je pense pas que ce soit des gens qui aient eu forcément conscience de l'écologie. Enfin, moi, je les vois réagir là ces 3 dernières années seulement. C'est pas des gros pollueurs non plus, tu vois, mais voilà. Par contre, mon papa a toujours été de gauche et très, très militant. Okay. Donc, plutôt contre les injustices. Donc, forcément, quand t'as notre âge et que tu veux te renseigner, la plus grosse injustice qui existe, c'est le réchauffement climatique et c'est ce qui est porté dans des programmes l'extinction de la biodiversité, enfin de plein d'espèces, etc. Tu vois. Donc oui, ça vient peut-être de là, la lutte contre l'injustice. Et le côté roots, oui, je pense que ça vient de ma famille. Ma maman était institutrice, mon papa toujours avec des vêtements à l'arrache. Ouais, je pense que peut-être que ça vient de là, mais en tout cas, moi, quand j'ai trop d'objets, ça m'angoisse. Quand j'ai mais là, j'ai un pantalon blanc, ça fait 2 jours que je l'ai, donc il est pas taché. Mais après demain, c'est foutu. Donc, je suis pas soigneuse. Je suis tout le temps avec un sac à dos, donc j'aime pas avoir trop de trucs sur le dos et tout. Donc, c'est sûr que le minimalisme et l'antimatérialisme vient d'envie d'être légère, enfin, d'avoir des choses, d'être légère, quoi, d'avoir pas beaucoup d'affaires et de pouvoir aller un peu partout. Ouais, à la fois dans le corps et aussi dans l'esprit, parce que t'as moins de pensées. Voilà. Mais le déclic, t'arrives à le savoir. Est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que ça s'est vraiment fait progressivement? Je pense que j'ai eu 2 déclics. Enfin, il y en a plein en vrai dans la vie. Tu le sais, je pense. Mais quand j'ai travaillé au marché, j'ai eu un déclic écologique. En gros, c'était tellement chiant de vendre des pommes de terre. Pas genre, c'est nul ce métier, mais c'est tellement physique, tu vois, tu dois les porter. Un jour, j'ai fait tomber une caisse de pommes. Je me suis fait engueuler par mes patronnes pendant 2 mois. Elles m'ont fait la gueule parce que c'est catastrophique. Tu fais tomber la nourriture, tu vois. Et après, je me suis dit, mais ça doit être tellement relou à faire pousser. Vraiment, genre, si c'est si fatigant de l'installer de 6h à 14h. Et donc là, je me suis dit, attends, moi, je jette pas une feuille d'épinard parce que je les ai triés quand il faisait froid. Tu mets tes mains dans les épinards mouillés pendant des heures alors qu'il fait 0 degré, quoi. Donc là, j'ai dit, attends, un épinard, c'est sérieux, quoi. Donc où est-ce que ça pousse? Comment ça pousse? Qui les amène? Le gaspillage alimentaire. Et puis après, j'ai lu un article sur la famille 0 déchet dans Le Monde. Et j'ai capté, j'ai fait qu'un yaourt, il y avait d'abord le lait de la vache, puis le lait était mis en poudre, puis il était amené dans une usine pour faire le yaourt. Puis il y avait des gens qui réfléchissaient aux images qu'on mettait sur la pochette du yaourt. Puis je me suis dit, attends, mais le truc a fait 600 km avant d'arriver dans mon frigo, quoi. C'est fou parce que ça témoigne aussi tellement d'une curiosité. Non, peut-être. Hein. Et t'as créé aussi cette chaîne Vers chez vous, qui se dédouane d'ailleurs de Swan Périssé. Pourquoi est-ce que t'as voulu recréer une chaîne? Pourquoi est-ce que tu l'as pas mis sur ton nom de chaîne? Parce que bon, pour pitcher rapidement, Vers chez vous, c'est une chaîne dans laquelle tu vas chez des gens pour installer des petits process écolos, des petits potagers. C'est très sympa d'ailleurs, j'aime beaucoup. Trop bien, ça chouette. Et pourquoi est-ce que tu l'as pas fait sur ta chaîne? Parce que sur ta chaîne, t'avais quand même une grande audience. En fait, c'est 2 messages différents. Moi, je suis humoriste, en fait. J'ai toujours été humoriste. Parfois, j'étais en caravane, j'étais en train de construire des ruches chez des gens pour accueillir des abeilles. Et les gens me disaient « Salut, t'es qui » et tout. Et je disais « moi, je suis humoriste. » Enfin, tu vois, c'était le mec, n'importe quoi. Et en gros, la chaîne Vers chez vous, c'est pour les gens qui veulent mettre en place des initiatives écologiques ou en apprendre plus sur des initiatives écologiques qu'ils peuvent mettre en place chez eux. Et la chaîne Swan Périssé, c'est Swan Périssé qui est humoriste, quoi. Donc, il fait plein de trucs drôles, pas drôles, émotionnels, tu vois. Donc, c'est différent, quoi. Et moi, mon but, c'est que cette chaîne, elle reste tout public. Ouais. Et j'adore faire de l'humour, j'adore faire des blagues sur la sexualité, sur le féminisme, sur des trucs, sur le caca, enfin, genre vraiment des trucs vraiment pas sérieux. Et alors que Vers chez vous, c'est les gens qui sont prêts à passer le pas ou qui sont curieux. Et j'aime bien avoir une chaîne tout public. Comme ça, on rigole tous ensemble. Et au fur et à mesure, vu que ça infuse tout ce que je fais, l'écologie, ils disent elle me fait rire, genre, et je crois qu'elle est écolo, donc ils regardent. Et tout à coup, ils trouvent ce deuxième réseau.
Ah, tu les drives en fait vers... Il y en a plein qui se disent « Attends, je kiffe cette meuf, elle me fait taper des barres. Ah, mais en plus, elle est écolo. Ah tiens, c'est vrai qu'on peut avoir un composteur chez soi. Ah, il faut réduire l'avion pour être plus écolo, tu vois. Ah, je peux manger du chocolat sans me sentir trop coupable, mais il faut que je réduise la voiture, tu vois. Genre qu'ils aient des notions d'ordre de grandeur. Et là, je me dis que j'ai réussi ma vie, quoi. Que ça fasse l'arborescence. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est des choses qui sont assez impalpables, parce que finalement, il y a peut-être des gens qui vont t'envoyer un message en mode, bah, grâce à toi, grâce à tes contenus, je prends plus l'avion, ou je privilégie le train. Puis d'autres gens qui vont faire le truc sans forcément, tu vois, t'envoyer un message. Ouais, bah, c'est du long terme, hein. Mais alors, ça veut dire que t'es influenceur? Parce que là, depuis tout à l'heure, tu me dis, je suis humoriste. Ouais. Est-ce que t'es influenceur? Influenceuse? Oui, moi, je suis influenceuse, ouais. Complètement. Okay. En gros, je viens de faire un TEDx, donc c'est une conférence soi-disant inspirante. Moi, j'ai vraiment parlé de comment faire caca dans les bois. C'est une autre histoire. Mais, mais moi, je ne suis pas renseignée sur tout ça, donc finalement... Et donc, j'ai vraiment fait un plaidoyer sur... ça s'appelle « Tout le monde est influenceur ». Oui. Et donc, je raconte mon métier d'influenceuse, que je trouve super, mais je raconte aussi comment... mon grand-père m'a changé la vie sans le savoir, parce que un jour, je suis allée chez mon grand-père, il avait une petite caravane. Du coup, j'ai découvert cette petite caravane. J'avais trouvé ça incroyable, etc. Puis la petite caravane est partie dans le garage d'un ami, ou je sais pas. Et je l'ai plus jamais vue jusqu'à 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, après le confinement, j'avais envie de plus de nature et de changer de vie, mais je savais pas trop comment. Et je me suis souvenue de la caravane de mon grand-père. Et donc, j'ai appelé ma maman, elle m'a dit que la caravane existait encore. Et je suis allée chercher la caravane, j'ai passé mon permis et j'ai vécu 2 ans dans cette petite caravane. C'est cette fameuse caravane qui t'a permis de faire... Que j'ai appelée Tatiana. Ouais. Parce qu'elle donnait des phrases bizarres du genre « il faut que j'aille faire à manger dans Tatiana » par exemple. Et en gros, je dis que mon papy est décédé en 2009 et que j'ai jamais pu lui dire qu'il allait changer ma vie parce que lui et moi, on savait pas qu'il était influenceur. Et en gros, tout ce que je raconte, c'est sur le fait que... on rentre tous dans le champ de vision de quelqu'un à un moment donné et on est tous influenceurs à notre échelle. Donc bien sûr, moi, il y a plus de gens qui voient ce que je fais ou ce que je décide de montrer que des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Mais moi, les gens qui m'influencent dans la vie ne sont pas des gens qui ont forcément beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, quoi. Donc en fait, on est tous influenceurs et si on incarne nos convictions, on va pouvoir convaincre, en le sachant ou sans le savoir, plein de gens autour de nous, quoi. Donc moi, je rejette pas du tout ce terme d'influenceur, influenceuse. Et je regrette par contre que beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses ne se rendent pas compte de l'impact qu'ils ont. Voilà. Et moi, je regrette pas d'être influenceuse. Tu vois. Donc, est-ce qu'on peut aujourd'hui être influenceur et éco-conscient? Parce que l'influence, telle qu'on la connaît aujourd'hui, en tout cas le marketing d'influence, repose sur quand même de la consommation. Oui. Moi, je pense qu'on peut complètement être... Alors déjà, je pense qu'on peut très bien être influenceur et éco-conscient. Ouais. Et c'est la première étape et on devrait tous l'être. Un petit message à Kylian Mbappé. Donc éco-conscient, on peut tous l'être. Donc connaître les trucs, se renseigner, avoir des ordres de grandeur, voilà. Et après, est-ce que le métier d'influenceur est soutenable et durable? C'est une autre question. Moi, je pense que oui, parce que par exemple, on a tous besoin de manger, d'apprendre à coudre ou genre de se vêtir. Donc, si t'apprends aux gens à réparer les vêtements en partenariat avec des gens qui vendent des aiguilles, j'en sais rien, tu vois. Voilà. Par contre, ça ne va pas avec avoir toujours plus d'abonnés et avoir toujours plus d'argent. Parce qu'effectivement, de toute façon, ces marques-là, ces groupes-là, ce sont pas des marques qui ont énormément de budget. Écoute, moi, je vis très bien. Il paraît que les influenceurs, alors là on rentre dans l'influence, mais on en parle. Mais on l'adore. Ouais, ça. Les influenceurs qui ont 100 000 abonnés à peu près ont un taux de conversion supérieur à ceux qui ont des millions d'abonnés. Alors attends, j'explique juste ça. Taux de conversion, ça va être quand on va aller acheter, par exemple, on fait la promo de cette tablette-là. Peut-être que moi... on fait la promo de ce haut. On fait la promo de ce haut écologique fabriqué en France de Swan. Peut-être que si moi j'en fais la promo sur mon compte Insta, j'ai 100 000 abonnés, donc c'est le bon ratio. Voilà. Je vais peut-être faire vendre plus, ou en tout cas faire acheter plus... En proportion. Voilà, en proportion que quelqu'un qui a peut-être 3 millions d'abonnés. Ouais. Et ça s'explique généralement assez bien parce que dans l'imaginaire collectif, quelqu'un qui a beaucoup plus d'abonnés va peut-être être un peu moins sincère.
J'avais lu pas mal d'études là-dessus. C'est un peu des biais psychologiques. Tu vois, peut-être qu'ils sont un tout petit peu plus détachés de leur communauté, ou en tout cas, la communauté a cette impression-là. Ouais. Donc effectivement, sur des comptes très nichés, et notamment sur le tien, qui en plus d'être très niché est quand même très suivi, t'as un impact, en tout cas sur ces thématiques-là, hyper rayonnant. Mais c'est vrai que toi, t'as quoi, 300 000, non Sur YouTube, j'ai plus de 600 000 abonnés. Et sur Instagram, 300 000. Sur Insta, c'est ça. Peut-être que si toi, tu parles effectivement de ton haut écologique, mais que quelqu'un qui est pas du tout sensibilisé à l'écologie ou qui en parle jamais à sa communauté, même s'il a 10 millions d'abonnés, certainement que toi, tu surtout s'il fait tous les jours des pubs qui n'ont pas de... qui n'ont rien à voir pour de la fast fashion ou pour des trucs comme ça, quoi. Donc en gros, moi, je gagne très bien ma vie. J'ai une entreprise qui roule, des gens qui travaillent avec moi, qui sont rémunérés. Et les marques sont très intéressantes. Enfin, pourquoi est-ce que une marque de vêtements éthiques irait voir un énorme youtubeur? Non, ils ont plus intérêt à me rémunérer moi pour parler du fait qu'ils font de la récup. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, je suis très fière de mes sponsors. Je travaille notamment avec une banque, une néobanque qui refuse d'investir dans les énergies fossiles. Et c'est l'un des gros trucs que tu peux faire à l'échelle individuelle, c'est changer ton épargne de banque. Si t'es dans les grosses banques, t'as un bilan carbone catastrophique. Parce qu'en fait, ton argent, il dort pas à la banque. Ils le prennent pour investir dans, par exemple, la construction d'un nouveau pipeline de 1400 km entre l'Ouganda et la Tanzanie, qui est quelque chose qui va tous nous condamner à mort. Vraiment, voilà. Et donc, il y a des banques qui refusent d'investir dans les énergies fossiles, et notamment cette néobanque. Donc, moi, je suis trop fière de travailler avec cette néobanque et trop fière d'être rémunérée par eux. Et de porter le message qu'à l'échelle individuelle, tu peux faire ça et que ça ne va pas te coûter en tant qu'individu que de changer de banque ou... Non, mais le changer de banque, c'est le truc le plus simple que tu peux faire à l'échelle individuelle avec ne pas prendre l'avion. Et encore, ne pas prendre l'avion, tu dis « Ah ouais, mais j'ai trop envie d'aller à New York, genre ». Alors que là, changer de banque, ça te prend 1 heure concentrée de papier administratif. Le bilan carbone des Français, c'est-à-dire ce qu'on émet en carbone individuel, en moyenne, c'est 10 tonnes par an. Le GIEC, en gros, un groupe de scientifiques qui dit que si on se bouge pas le cul, on va tous mourir. Le GIEC dit qu'il faut qu'on arrive tous à 2 tonnes par personne. Donc on en est très très loin. Nos économies, donc nos économies sur des banques polluantes, produisent en moyenne par Français 11 tonnes par an. Juste les économies. Ouais. Donc si on compte pas l'argent qu'il y a dans ma banque, en moyenne, si je suis un Français moyen, je produis 10 tonnes de CO2 par an. Si je rajoute mes économies qui sont sur de mauvaises banques, ça fait 21 tonnes. Et alors que si je les déplace, ben j'enlève 10 tonnes. Je dis non, je dis à la banque, non, s'il vous plaît, arrêtez en fait d'ouvrir des pipelines, ça serait super. Parce que 1/3 du Pakistan est sous les eaux. Ça fait 50 millions de réfugiés climatiques. S'il te plaît. Donc c'est le truc le plus simple que tu peux donc en faire. fait, tu trouves des marques qui effectivement sont en accord avec tes valeurs et qui ont en plus du budget à allouer à ça pour ta communication. Mais je suppose aussi qu'à l'inverse, tu dois être contacté pour des trucs un peu greenwashing dans toutes les problématiques RSE qu'on a aujourd'hui, avec des marques qui sont pas du tout écolo, pas du tout green, et qui vont te dire oui mais ça par contre c'est fait dans un tissu qui est fait... Ouais, le plastique recyclé. Comment est-ce que tu débunkes le greenwashing aujourd'hui? Ça m'a pris du temps et je suis pas du tout irréprochable. De toute façon, quand t'incites à la consommation... Oui. Voilà. Attends, je voudrais juste clore sur... est-ce que être influenceur, c'est durable et soutenable? Oui. En tout cas, pour les 2-3 prochaines années, je pense que oui, parce qu'il y a une telle transition de consommation à faire. À long terme, je sais pas. Je sais pas si inciter à acheter, tout court, c'est super écologique. Voilà. Toi, t'es comment par rapport à ça? Moi, je suis sereine. Moi, je pense que je vais finir dans un éco-village. Je le souhaite. Voilà, planter des trucs torse nu. Genre. Ok. Très bien. On a 30 visites, petite chambre d'hôte, sympa. C'est ça, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Ok. Et, ah oui, donc il y a énormément de marques qui me contactent pour faire du greenwashing. Au début, c'était difficile de débunker. Enfin, de me dire, est-ce que c'est écologique, est-ce que c'est pas écologique? Et je pense que je fais 2 choses. Je base pas du tout mes partenariats sur l'argent qu'ils ont. Donc moi, on me propose souvent... Enfin, souvent, j'exagère, mais on m'a déjà proposé de faire 2 sets de stories. Donc ça veut dire une story qui dure 10 volets, par exemple, pour 30 000 €. En général... Quand il y a beaucoup d'argent... C'est pas bon signe. Ça pue. Donc...
C'est en vrai. Attends, c'était quoi comme par respect pour les clients, je vais pas le dire. Pas la marque, mais le concept, enfin le. Bon, j'ai refusé 2 fois ce genre de choses. Une fois, c'était pour une banque. Ok. Et une fois, c'était pour parler de l'énergie nucléaire. D'accord. Ah oui, donc pas. Et on a débattu parce que je trouve ça très très intéressant parce que c'est au centre des préoccupations écologiques. Mais en fait, moi, je voulais pouvoir dire tout ce qu'il y avait de positif et de négatif sur le nucléaire. Et en fait, ils ont essayé de m'orienter alors que j'avais pas assez de connaissances sur surtout parler des innovations. Et c'est incroyable de voir les innovations qui existent dans le nucléaire. Sauf que moi, je peux pas juste parler de ça. Tu vois, je peux pas dire, oh, regardez comme c'est incroyable. En effet, c'est fascinant d'un point de vue scientifique, modernité, voilà. Et j'allais aller dans le centre de la centrale nucléaire, ça allait être incroyable, quoi. Mais moi, forcément, j'allais être émerveillée par cette technologie. Mais je voulais pas dire, c'est merveilleux le nucléaire. Je voulais apporter de la nuance. Et malheureusement, ils m'ont orientée vers autre chose. Donc au dernier moment, j'ai abandonné ces clients, lâchement. Et avec plaisir. Et donc comment tu arrives à déjà, savoir c'est difficile de refuser 30 000 euros. Il faut s'en rendre compte. 30 000 euros pour une demi-journée de travail, je sais pas si... Voilà, peut-être que je vais me faire tracher sur cette vidéo, mais bienvenue dans le monde de l'influence, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Déjà, quand tu acceptes de refuser l'argent, tu deviens beaucoup plus libre et courageux, tu vois. En gros, tu te dis, bon, j'ai refusé ça parce que ça correspondait pas à mes convictions. T'es plus libre, quoi. Tu peux pas te corrompre, quoi. Mais même d'un point de vue personnel, c'est valorisant de se dire... tu dors pas trop au début, tu vois. Oui, parce qu'en plus, comme t'as connu une période où t'es pas forcément hyper fun, au niveau de l'argent, ou voilà, tu gagnais pas beaucoup ta vie, c'est vrai que quand tu replaces ça dans le contexte de ce que tu gagnais avant et que tu te dis, mais avant, il aurait fallu que je taffe pendant 3 ans au marché pour, même plus que ça, tu vois, pendant 4 ans au marché pour avoir ce que je vais avoir en une demi-journée. Mais c'est fort et c'est bien. Et tout le monde devrait le faire. Au début, tu te dis, je pourrais embaucher cette personne en CDI, je pourrais avoir des bureaux, enfin, tu vois, genre, ça va très très vite, quoi. Et en fait, il faut juste dire non, parce que je vais inciter plein de gens à ouvrir un compte bancaire dans cette banque qui n'est pas celle qui me correspond, tu vois. Donc, ça, c'était un peu une transition dans ma carrière où me dire, bon, déjà, je refuse l'argent. Enfin, je refuse l'argent parce que c'est de l'argent. En plus, les projets sont cool en général. C'est des gens trop cool. Ça prend pas beaucoup de temps. Ils ont du budget pour te mettre une équipe de prod, pour faire un beau contenu. Donc ça, j'ai refusé. Donc ça m'a fait beaucoup du bien. Ensuite, il y a un autre truc que je fais avec mes partenariats, c'est que je vais parler que de choses qui me sont vraiment nécessaires. Donc moi, je trouve ça très important de changer de compte bancaire. Je travaille avec une néobanque éthique. J'aime bien manger bien, mais je suis tout le temps à droite à gauche. Donc, commander sur un site bio en ligne, c'est typiquement un truc qui me sert. Parfois, on me propose des vêtements magnifiques et tout. Moi, je mets pas trop de vêtements magnifiques, donc ça me ressemble pas, quoi. On me propose une machine super pour faire mes cheveux incroyables. Là, j'ai les cheveux incroyables, mais c'est grâce à une super coiffeuse qui m'a aidée juste avant. Mais moi, je vais jamais le faire le matin, tu vois. Donc en fait, à partir du moment où moi j'ai peu de besoins et que je parle que de choses dont j'ai besoin ou qui peuvent me servir, déjà ça élimine 95% des partenariats. Je vais pas parler de NordVPN, j'ai pas besoin de NordVPN et pourtant ils sont très gentils sûrement, mais j'ai pas besoin de comment ça s'appelle, les sites genre iGraal, tu sais, les trucs. Le cashback. Voilà. Mais j'ai fait du cashback, un partenariat de cashback il y a quelques années, donc je suis pas du tout irréprochable. Mais le cashback, je m'en fous, tu vois, je préfère dépenser moins d'argent. Donc déjà, ça enlève énormément de partenariats. Et enfin, tu vas voir sur leur site, tu regardes leur RSE. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disent qu'elles vont baisser leurs émissions carbone, mais elles mettent pas les moyens en place, quoi. Oui, ils te disent c'est une promesse à long terme. Voilà. Donc en gros, est-ce que c'est donc petit conseil aux influenceurs, s'il y a beaucoup d'argent, c'est louche, essayez de creuser. Est-ce que vous serviriez de ces est-ce que tu t'en sers et est-ce que ton audience aussi, tu vois, ils trouveraient est-ce que c'est une valeur ajoutée dans ta vie, en fait. Et enfin, allez voir sur leur site où c'est fabriqué, qu'est-ce qu'ils font pour diminuer leur émission carbone. Pour les vêtements, par exemple, c'est très simple de voir où c'est fabriqué. Si c'est au Portugal, en France, en Pologne, c'est encore acceptable. Oui, il y a des petites douilles, genre penser en France. Ça veut dire c'est pensé, mais c'est pas fabriqué en France. Vous pouvez aller, si ça vous intéresse, les vêtements. Moi, malheureusement, ça m'intéresse pas trop. Enfin, je trouve ça trop beau, mais j'arrive pas
à y mettre de l'énergie. Vous pouvez aller voir la chaîne Is No Good. Is No Good. Ouais. Je l'adore. On la mettra en barre d'infos. Elle est super. Elle fait plein de décryptages de marques, de greenwashing. Et elle donne le pouvoir d'aller chercher. Voilà. Donc moi, j'ai déjà pris ces vidéos et je l'ai appliqué à d'autres produits. Je sais pas, des coques de téléphone, des trucs comme ça. Mais alors, du coup, tu prends quand même vachement position sur tes réseaux. Ouais. Même là, on l'a vu. Hein. Enfin, toi, il n'y a pas de problème à tracher des marques ou non qui sont pas en accord aussi avec ce que tu proposes. Est-ce qu'on peut prendre position sans être irréprochable sur les réseaux ? C'est impossible. Voilà, moi, je pense que c'est impossible. Récemment, j'ai un copain qui est super connu sur les réseaux, qui a notamment de la famille en Martinique. Donc, je vois que 2 fois par an, il va en Martinique. Il a des enfants, il y va avec sa femme et tout. Et il m'a dit, voilà, j'ai partagé un truc de l'association Bloom, qui est une association qui protège les océans. Et en gros, il m'a dit, j'ai partagé ça, mais je me sens illégitime parce que je prends l'avion et tout. Je lui ai dit, il faut pas attendre d'être irréprochable, il faut attendre d'être en phase avec toi-même. Donc, si tu prends l'avion 2 fois par an parce que tu as des enfants qui doivent voir leurs grands-parents, mais que tu fais de ton mieux, que tu vas pas aller prendre l'avion pour partir en vacances, que tu essaies de diminuer la viande, en plus il montrait qu'il essayait de diminuer la viande et tout, et ben fonce quoi. Donc il faut pas attendre d'être irréprochable pour parler sur les réseaux. Moi tous les jours je suis critiquée. Sur quoi ? Est-ce qu'il y a quoi je suis critiquée ? Ouais, est-ce qu'il y a des incohérences sur lesquelles on te critique, enfin que les gens considèrent comme étant incohérences ? Il y a plein d'incohérences qui n'ont pas été relevées, que j'assume parfaitement. Donc moi j'ai fait dans mon passé des partenariats pas du tout écologiques. Donc ça c'est légitime, mais les gens ils ont la flemme de chercher, donc ils trouvent pas. Allez les chercher, moi j'ai peur de rien, j'assume tout. Mais ça va être sur des choses où je me rends compte que les gens n'ont pas conscience des ordres de grandeur, donc beaucoup sur le zéro déchet. Donc tu vois, je fais une story, il y a une bouteille d'Evian, tu vois. Et en fait, eux, ils savent pas que ça fait 3 jours que je suis dans le train parce que j'ai refusé de prendre l'avion et qu'au bout d'un moment, ils me remplissent pas ma gourde. Donc en fait, j'ai acheté une bouteille Evian, quoi. Mais moi, je sais que dans mon impact carbone, c'est pas ça qui va ruiner tout. Ce qui va ruiner tout, c'est si, comme je l'ai fait il y a 2 ans, je fais le tour de la France 3 fois toute seule dans ma voiture avec une caravane derrière. Ça, c'est pas du tout écologique. Ou si je vais... Il y a Greenpeace qui m'a proposé d'aller en Amazonie filmer les feux de forêt. Super. Quelle horreur. Enfin, je veux dire, c'est terrible ce qui se passe. Et bah moi, j'ai dit, je veux y aller, mais en bateau. Et du coup, on n'avait pas le temps de se coordonner et tout. Et je savais que si j'y allais, ben, ça allait défoncer mon empreinte carbone, quoi. Mais c'est mes choix. Hugo Clément, qui est un grand militant activiste écolo, pas très engagé politiquement, mais qui fait quand même des choses incroyables, ben lui, il prend beaucoup l'avion, mais c'est pour faire ses reportages. Donc il estime que ça vaut le coup, parce qu'il va alerter des millions de personnes, quoi. Donc en fait, il faut trouver ton équilibre. Moi, je me suis dit, il n'y a pas besoin que Swan aille prendre l'avion pour aller filmer l'Amazonie, pour pouvoir parler de l'Amazonie et de la déforestation causée par la culture de soja qui nourrit les animaux qu'on mange. Je place comme ça. Je me suis dit, je peux en parler de la France, quoi. Ou demander des images et en parler de la France, quoi. Mais parce que j'ai décidé ça à ce moment-là, quoi. Donc il faut faire... Mais moi, je progresse tous les jours en écologie et voilà. Il faut se renseigner et puis il faut se renseigner et surtout, moi, je demande toujours aux marques, qu'est-ce que vous faites de mal quand je travaille avec des marques? Ah, c'est comme si en entretien, tu disais qualité-défaut, quoi. Ouais, mais c'est trop bien que les marques, elles disent, ça, c'est du plastique, ça, c'est pas recyclable, Pour appréhender aussi, toi, un discours derrière et expliquer pour savoir pourquoi je travaille avec cette marque et ce qu'il y a de pas parfait, quoi. Les marques qui sont parfaites, c'est trop bizarre, enfin... C'est pas vrai, tu vois, t'es dans un milieu capitaliste, ton but c'est de faire du bénéfice. Bien sûr. Ouais, genre, tu vois, c'est louche, quoi. Et indépendamment de ça, de tes engagements écologiques, j'ai repris ta bio Insta qui dit « Je fais des vidéos sur YouTube, de l'écologie là, vers chez vous, ce qu'on a cité tout à l'heure, et du roller, et l'amour sous toutes ses formes. » Oui. Ah, j'adore cette phrase. Moi, j'adore faire l'amour. Très beau. Écoute, je suis ravie, Swan. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est que pour toi l'amour sous toutes ses formes? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Avec plaisir. Alors déjà, moi, dans la vie, je vis en meute. Donc, je suis tout le temps avec mes copains. J'ai une bande de copains, notamment certains qui sont sur les réseaux. Donc, Loane Mancho, qui fait beaucoup d'aventures écologiques. Mathéo Balès, qui est surtout sur Instagram et sur TikTok, qui est un humoriste qui fait de l'humour absurde. Et en gros, et plein d'autres gens aussi qui sont moins exposés sur les réseaux. Et donc, je suis tout le temps avec une bande. Genre, je suis tout le temps avec mes copains et on a beaucoup voyagé, donc souvent on dort
ensemble sur les canapés de gens, on va camper, enfin tu vois, Donc moi je vis avec de l'amour, avec l'amitié en permanence avec moi, quoi. C'est un peu comme des frères et sœurs, on est pour certains, avec certains très tactiles, très câlins, j'ai l'impression qu'on est des petits louveteaux, quoi. Donc ça fait vraiment partie de ma vie, quoi. Je suis tout le temps en bande, j'adore vivre en groupe. Donc je passe beaucoup de temps dans un éco-village qui s'appelle la Ferme Légère du côté de Pau. Et moi je suis très bien quand on est entre 6 et 12, quoi. Je pense que... Genre grande famille, quoi. Voilà. Okay. Je pense que la vie en communauté, c'est un peu la solution à la joie. Ok. Je trouve ça très difficile. Je trouve qu'il y a plein de problèmes qui seraient résolus avec plus de communauté. Tu vois, les mères célibataires qui souffrent de ne pas pouvoir se payer une babysitter par mois, tu vois, pour sortir, respirer. Si il y avait le voisin, le grand-père, les copains, et qu'on avait tous un salon en commun, tu vois, ce serait pas une difficulté, quoi. La solitude en ville, les dépressions, etc. Tout ça, quand t'as des copains qui peuvent t'aider à aller chercher la clé pour toi, faire tes courses, quand tu partages le ménage, c'est plus joyeux. Quand tu partages la cuisine, c'est plus joyeux. Quand tu as la chance de pouvoir cultiver un potager à plusieurs, c'est plus joyeux. Enfin, c'est merveilleux d'être à plein, quoi. Donc ça, c'est pour ça que je vis avec plein d'amour, déjà. Ok. Et je te vois venir. Oui, là, je vais te parler de l'amour. Voilà. T'as grandi dans quel schéma familial par rapport à ça, par rapport à l'amour? Est-ce que t'as grandi dans une famille très ouverte d'esprit, avec des relations qu'on qualifierait peut-être de moins traditionnelles, donc moins monogames? Ou est-ce que chez toi, c'était un schéma monogame, classique? Moi, chez moi, c'était un schéma monogame. Mes parents sont encore ensemble. Ils sont tous les deux de ce monde. Et on s'entend toujours bien. Et j'ai 3 grandes sœurs qui sont dans les schémas monogames aussi. Je sais pas d'où vient cette histoire. Donc oui, donc je suppose que tu veux parler du polyamour, voilà, dont j'ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Donc moi, je suis célibataire, mais depuis mes 20 ans à peu près, je sais que la fidélité, c'est pas pour moi, quoi. Et je pense que le sexe, c'est une façon de partager de l'amour qui est merveilleuse et qui est pas forcément engageante, et qui est pas forcément une énorme trahison pour une autre personne qu'on aime, quoi. Okay. Moi, je suis capable de faire l'amour avec plusieurs personnes dans la même semaine et d'aimer très très fort les 2 personnes, et pour autant de les respecter leurs envies, leurs peurs, et d'être très présente et de leur donner beaucoup de tendresse, tu vois. Alors bien sûr, si c'est inconcevable pour un amoureux ou une amoureuse que j'aille voir ailleurs, je vais écouter cette personne et essayer de faire ma vie pour pas blesser cette personne. Mais je pense pas que ça pourrait être possible à long terme, quoi. Moi, j'estime que la sexualité et la tendresse, c'est quelque chose, c'est une façon de partager quelque chose avec un humain qui n'est pas quelque chose d'horrible, de shamant. J'arrive pas à associer ça à la trahison, en fait. Oui, mais là, pour le coup, c'est vraiment la perception de chacun. Et il y a différentes façons d'aimer. Dans le polyamour, alors tu m'arrêtes si je dis des bêtises, parce que je suis pas hyper renseignée là-dessus, tout le monde est conscient qu'on a plusieurs partenaires et que... Oui. Est-ce que tu peux me l'expliquer? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est pour toi, le polyamour? Bien sûr. Pour moi, le polyamour, c'est le fait de pouvoir avoir plusieurs amoureux ou plusieurs amoureuses en même temps. Donc, ça veut dire que tu as une relation amoureuse avec quelqu'un, avec tout ce que ça engendre. Donc, par exemple, si je suis en couple avec quelqu'un qui s'appelle Jérôme, j'adore ce prénom, pour les exemples. Si je suis en couple avec quelqu'un qui s'appelle Jérôme, je lui apporte de la tendresse, de la joie, on fait l'amour, on fait des projets, on va au cinéma, on va en vacances et tout. Mais je suis aussi amoureuse de quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre. Okay. Et Jérôme sait que Jean-Pierre existe, et Jean-Pierre sait que Jérôme existe, et je vais pas me cacher. Okay. Mais il faut quand même faire très attention aux deux, donc c'est quand même toute une organisation. Bah ouais, est-ce que niveau charge mentale, c'est pas... J'ai des courbatures, je vais en tailleur. Aïe. J'ai des courbatures pendant 6 semaines. Mais t'as le droit, t'as fait je sais pas combien de kilomètres en vélo, t'as le droit. Est-ce que niveau charge mentale, c'est pas difficile aussi? Oui, moi je suis pas en couple. Hein. J'ai une relation qui m'a brisé le cœur il y a longtemps, et aujourd'hui mes
mes relations, il n'y avait pas de charge mentale, quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que je pose cette question parce que comme c'est pas quelque chose que je connais, tu vois, je me projette, mais c'est vrai que quand c'est un truc que tu fais au quotidien, finalement, tu te poses pas la question de savoir si t'as une charge mentale. Si tu le fais, c'est que tu te sens bien dedans. Et qu'est-ce que ça t'apporte de plus qu'une relation monogame? Alors, la liberté, je pense. En gros, moi, ce que j'adore dans le fait de... Quand j'ai une relation amoureuse, de dire, je peux coucher avec d'autres gens ou développer des sentiments pour d'autres gens, ça m'apporte d'être super naturelle et ouverte avec n'importe qui. Donc, par exemple, si je rencontre un mec en soirée, on rigole bien, et qu'il m'invite à dormir sur son canapé, en fait, je n'ai pas peur que potentiellement, il se passe quelque chose d'intime. Et en fait, cette liberté fait que peut-être on va parler toute la soirée sur le canapé et ça va rester amical. Peut-être on va faire l'amour. Peut-être il va rien se passer, on va pas s'entendre. Peut-être on va dormir côte à côte et se donner la main. Et en fait, c'est plus fraternel qu'autre chose, tu vois. Et forcément, quand t'es en couple exclusif, t'es un peu méfiant, tu vois. Tu veux protéger absolument l'autre et toi-même. T'as peur, en fait, de dérive ou de donner des mauvais messages et tout. Et en fait, moi, ça me permet des intimités, notamment avec des hommes qui sont en fait mes amis. Ah oui, sans qu'il y ait aucune tension sexuelle, sans qu'il y ait rien. Moi, j'ai 2 copains, un pote qui s'appelle Nicolas, un pote qui s'appelle Adrien. Enfin, ça nous arrive souvent de dormir genre en culotte, genre côte à côte. Enfin, lui, du coup, en slip, peut-être. Je sais pas, ça me regarde pas, tu vois. le terme culotte pour les garçons. Voilà, mais genre, en gros, tu sais, quand t'es chez une pote et qu'elle a pas de canapé, tu dors avec elle, quoi. Et c'est comme si un garçon, une fille, oulala, tu vois. Et en fait... moi, j'ai des potes qui me voient tout le temps à poil, avec qui on rigole, avec qui même on peut se faire des câlins, mais c'est pas sexuel, tu vois. Il n'y a aucune ambiguïté sexuelle, en fait. Alors que si j'étais en couple, dormir torse nu à côté d'un copain, ou rester 3 jours chez lui, à mettre ses chemises parce que j'ai plus de t-shirt, c'est une telle intimité, que tu partages avec l'autre, que l'autre peut potentiellement être jaloux. Donc en fait, ça me permet vraiment de développer des amitiés hommes-femmes. D'accord. Entre autres, quoi, tu vois. Genre, et souvent, en fait, l'amour vraiment incroyable, qui dure dans le temps, ça se fait pas avec beaucoup de gens, tu vois. Enfin, moi, j'ai jamais été polyamoureuse des années avec 2 personnes, tu vois. J'ai déjà été en relation ouverte. Donc, un mec super important d'être trop amoureux, et je peux coucher avec d'autres gens. Ok. Et j'ai des histoires d'amour ponctuelles pendant genre 1 ou 2 mois. Mais c'est plus sexuel alors que vraiment de l'amour. Non, c'est de l'amour, mais ça dure pas dans le temps. D'accord. Je pense que pour moi, le vrai amour, c'est celui qui dure dans le temps, tu vois. Tu te fais vraiment confiance, voilà. Et en fait, c'est naturel, quoi. Il y a une histoire qui reste plus longtemps, en fait. Donc, c'est comme ça que je le vis, moi, mais tout le monde est différent. Mais alors, est-ce que ça veut dire que tes projections sur ton avenir amoureux, ce sera pas forcément du polyamour, alors? Non, ce sera de la joie avec... une ou plusieurs personnes que j'aime. Okay. Mais mes projections de la vie amoureuse sont beaucoup ancrées dans ma vie amicale, en fait. Aujourd'hui, vraiment, tout l'amour dont j'ai besoin, et ça, je pense que c'est différent de ce qui s'entend d'habitude, tout l'amour dont j'ai besoin est apporté par mes amis. Et parfois, mes amoureux sont mes amis, et mes amis deviennent mes amoureux. Et... Mais t'en parles de ça sur tes réseaux. Tu fais moi je trouve ça hyper intéressant, plein de contenus un peu éducatifs, ou même où tu racontes un peu tout ce qui t'est arrivé. Je pense que ça suscite la curiosité, au même titre que moi, tu vois, je trouve que c'est super intéressant de pouvoir en parler. Quel est le retour que tu as de ces vidéos où tu exposes le polyamour Est-ce que c'est des bons retours? Quand je fais des... Genre des reels. Je pense que c'est surtout sur les reels ou les TikTok où tu peux avoir quand je fais des vidéos où je m'expose autant, souvent je regarde pas les commentaires. Parce que je me dis, le public n'est pas prêt. Ah, oui. Genre tu balances le truc et débrouillez-vous avec l'info, quoi. Voilà, moi j'adore faire des contenus et tout, mais j'aime pas trop savoir ce que les gens pensent de moi, c'est pas quelque chose qui me rend heureuse, tu vois. Donc souvent je regarde pas. Vraiment, j'ai des vidéos avec genre 5000 commentaires que j'ai pas lu les commentaires. Vraiment, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est pas méchant, tu vois. Même tous les petits sketchs que tu fais par rapport au féminisme, ou aussi des situations dans lesquelles t'as pu te retrouver. Ça, j'adore, tu vois. Hyper sexiste et misogyne. Ça, je regarde parce que je sais que ça va aider beaucoup de femmes, tu vois. Mais non, je pense que le retour que je peux avoir, ou en tout cas quelque chose que je tiens à préciser maintenant, c'est que ce qui est bon pour moi n'est pas du tout bon pour les autres. Et moi, je connais des couples qui sont exclusifs et qui sont trop heureux comme ça. Et c'est trop important pour eux.
Et je leur souhaite, voilà. Et j'ai même rencontré des gars qui sont en relation ouverte et leur deal, c'est ils peuvent voir d'autres gens, mais ils doivent le dire à leur copine, ils le disent pas à leur copine. Je dis bah ouais, mais en fait tu la trompes. Enfin tu vois. Ouais. Oui. Donc en fait, tu respectes pas le contrat, quoi. Oui voilà, par exemple, si j'ai 2 copains qui sont exclusifs, qui se sont promis ça, et que ma pote me dit bah j'ai couché avec un autre gars ou je couche régulièrement avec quelqu'un et tout, ben je vais accepter sa parole, mais je vais dire bah oui, mais c'est un mensonge, tu es dans le faux, quoi, tu vois. Donc je vais pas la juger, mais je vais désapprouver, tu vois. Donc je suis pas là genre tout le monde peut coucher avec tout le monde et tout. Je dis chacun doit trouver son bonheur. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a 1 milliard de possibilités et surtout que tu arrives en plus à avoir des relations et que de ce fait, il faut juste que tu trouves les gens avec qui ça match et pour que ça le fasse, quoi. Je trouve que malheureusement dans la relation hétérosexuelle un peu classique, il y a beaucoup cette notion aussi de possessivité. Donc en gros, dès que t'es amoureux, tu vis une histoire intense et sexuellement et amoureusement avec quelqu'un, c'est comme si tu lui appartenais ou tu lui devais quelque chose. C'est quelque chose que t'as pas du tout en amitié, je trouve ça génial. Et j'en parlais avec mon pote Mathéo, parce qu'on a fait 1600 km on avait des trucs à vélo, il fallait bien creuser les sujets, parce qu'on avait rien à se dire. D'ailleurs, le nombre de messages que j'ai reçus en disant dommage que vous soyez pas ensemble, ou c'est impossible que vous vous couchiez pas ensemble et tout, alors que genre vraiment on est juste amis, c'est fascinant de voir à quel point les gens ne sont pas habitués à voir sur les réseaux sociaux un homme, une femme entre 20 et 30 ans. Hétéro-normé. Ouais, c'est forcément, ils couchent ensemble parce qu'ils sont ils se baignent tout nus dans la rivière et ils font du camping sauvage. On n'est pas obligé de se baigner tout nus dans la rivière quand on fait du vélo. Mais là, c'était le contexte. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, j'en parlais avec lui. Je disais, mais c'est quoi la différence entre l'amitié et l'amour, finalement ? Et je disais, c'est platonique. Donc, il n'y a pas de sexualité. Et il n'y a pas de possessivité, quoi. Donc moi, c'est une quête de tous les jours, mais je cherche encore à comment avoir des relations amoureuses sans possessivité, sans jalousie. Toi, c'est la liberté qui t'attire depuis le début. C'est tellement cliché ce mot. Mais non, mais c'est vrai. Mais oui, je me rends compte peut-être. C'est vrai. Et les hommes, comme ça, avec un Z, les hommes. Comment ça réagit dans tes commentaires ? Parce que est-ce que le public masculin est-il parfois un peu en défiance Et tu vois que je l'amène tranquillement, ma question. Ah, t'es vraiment gentil, hein. Tu vois, je sais, masculin, mais parfois bousculé par ton féminisme. Ouais, bah alors, tu l'amènes tout simplement. C'était effectivement la question que je voulais poser. Est-ce que on sent quand même que c'est un peu compliqué chez certaines personnes ? Oui, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'hommes qui sont en colère contre moi et leur colère est légitime. Ah, en colère, carrément. Ah non, mais moi, vraiment, je reçois des menaces en permanence, hein. Je fais des vannes, donc en plus, c'est dur parce que je me moque collectivement avec mes abonnés du sexisme ordinaire et donc il y a beaucoup d'hommes qui sont vexés. Mais c'est le but. C'est-à-dire que s'ils sont vexés, c'est certainement parce qu'ils se sentent visés par ça. Donc ça questionne peut-être... Oui, mais je les vise. Donc il n'y a pas de souci. Oui, tu vois, j'ai fait une vidéo sur Instagram. Je dis, la dernière fois, j'étais avec mon sac à dos et mes rollers sur mon sac à dos dans le métro parisien. Puis je bouscule quelqu'un, je tape la tête de quelqu'un d'autre avec mes rollers et tout. Puis je me rends compte que je n'ai pas conscience de l'espace que je prends dans l'espace public. Tu vois, je cogne une personne, l'autre et tout. Je me dis, tiens, pendant une seconde, je me suis sentie comme un homme blanc hétérosexuel non déconstruit. Je n'ai pas conscience de l'espace que je prends dans l'espace public. Et je dis, mais écoutez, c'est pas de ma faute si mes rollers vous cognent. Mes rollers sont là, mes rollers sont là. Oui, mon sac à dos est gros, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? C'est pas de ma faute. Bah, vous avez qu'à vous pousser, tu vois. Je fais plein de blagues là-dessus et tout. Et comme par hasard, les hommes blancs hétérosexuels non déconstruits étaient fâchés. Mais bah, ça ne m'étonne pas. Tu vois, genre les hommes blancs hétérosexuels déconstruits, un peu ouverts au féminisme et tout, ils se sont pas offusqués, quoi. Enfin, les gens qui sont en phase avec eux-mêmes. Il y en a qui se marrent avec toi, enfin, qui ont conscience du truc. Donc ceux qui se vexent ont de quoi se vexer et ont de quoi fear me, tu vois. Genre, ils ont peur de moi, ils ont peur de moi. Hein. Moi, je comprends qu'ils aient peur de moi, tu vois. Donc, on est là à se moquer collectivement, on est des millions à se moquer d'eux, tu vois, c'est dur quand même psychologiquement. Est-ce que t'es optimiste pour l'avenir du féminisme ? Je suis très optimiste pour l'avenir du féminisme et je suis très pessimiste sur l'avenir de l'humanité. D'accord. Donc, ah oui, parce que malheureusement, attends, ça se couple avec l'écologie. Voilà, oui, parce qu'il y a aussi toute cette question de l'écoféminisme finalement. Oui, bien sûr. Est-ce que en étant
sensibilisé au féminisme, on est forcément écologie et inversement? Je sais pas, parce que je sais pas. Il y a plein de féministes, je suppose, qui sont pas touchés par l'écologie. Mais l'écologie, quand tu creuses un peu, quand tu vas un peu plus loin que les shampoings solides... C'est porté par les femmes, quand même, beaucoup. C'est porté par les femmes, mais surtout quand tu vas plus loin que les shampoings solides ou les pailles en bambou, tu te rends compte que c'est une remise en question du système qui doit advenir, plus de justice sociale, une meilleure répartition des richesses, une remise en question de la croissance, de la poursuite absolue du PIB, etc. Et donc, t'es obligé de toucher au féminisme, quoi, parce que quand tu vois aujourd'hui le salaire des footballeurs qui prennent des jets privés versus le salaire des aides-soignantes, même si c'est super le sport, le foot, et que ça peut apporter des choses merveilleuses, c'est quand même des gens qui vont aller au Qatar, tu vois. Je sais pas si t'as suivi comment, le contexte de la fabrication des stades climatisés, etc., qui vont contre les droits humains. Ouais, alors pour rappel, il y a eu plus de, si je dis pas de bêtises, plus de 5000 morts. Je crois que c'est 6000, mais je suis pas sûre des chiffres. Bon, de toute façon, je mettrai un petit article dans la barre d'infos, mais c'est 6000 morts à peu près. C'est terrifiant, ça, pour le coup. Mais en gros, en termes d'utilité, la façon dont sont traités les agriculteurs, les agricultrices, tous les soignants et les soignantes, dans notre système, tu te dis, il y a quand même un problème, quoi, que ces gens soient épuisés, soient mal payés, alors que c'est eux qui nourrissent la population et qui sauvent la population. Donc, forcément, quand tu fais de l'écologie, je pense que tu es obligé de t'intéresser un peu au féminisme. Et après, je sais pas si les féministes s'intéressent à l'écologie, enfin, je sais pas si toutes le font. Mais donc, en gros, moi, je suis positive sur ma génération, sur où va le féminisme. Même si c'est inquiétant ce qui se passe aux États-Unis et tout, je trouve que depuis MeToo, dans les mœurs culturelles, en tout cas, il y a beaucoup de changements. Mais moi, je pense qu'on va tous mourir dans la souffrance, donc c'est horrible à dire, mais c'est terrible, hein. Je suis désolée, mais je fais tout ce qui est possible pour pas que ça arrive. Et puis c'est aussi le cœur de ton contenu, c'est d'alerter beaucoup aussi sur ce qui se passe, quoi. Donc je pense que malheureusement, le féminisme, au moment où on aura tous faim, et les pénuries alimentaires ont commencé, hein. Il y a eu des pénuries d'huile d'olive, il y a des pénuries de blé. Donc là, tout le monde dit c'est à cause du gaz russe et tout. Mais tu creuses, tu regardes 2 vidéos d'économistes qui parlent de l'énergie. Tu te rends compte qu'on va peut-être avoir faim bientôt, tu vois. Désolée. Ça va? Éco-anxiété. Désolée. Donc en gros, le féminisme, c'est trop important. Moi, ça dirige toute ma vie. Mais quand je pense au futur, j'ai du mal à me projeter, moi, sur plus de 10 ans, quoi. Je sais qu'est-ce qui va se passer quand on aura moins d'électricité. Ça va commencer cet hiver. Et aujourd'hui, on ne sait pas apporter la nourriture dans les villes sans pétrole. Donc si le pétrole qu'on a de plus en plus de mal à trouver, donc il y a plein de pétrole dans le monde, je te la fais brève, il y a plein de pétrole dans le monde, et ça coûte de plus en plus cher de le sortir du sol. Donc en gros, il y a plein de pétrole, on pourrait vivre des années, mais ça nécessite des énormes structures qui coûtent très 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 cher, des énormes machines, d'aller sous les océans et tout. Donc au bout d'un moment, ça coûte plus cher de sortir le pétrole que de pas le sortir. Donc est-ce qu'un jour on aura assez de pétrole? Je sais pas, mais en tout cas aujourd'hui on ne sait pas produire de la nourriture sans pétrole. Moi ça m'angoisse un peu, quoi. Non, mais je me dis comment est-ce qu'on va manger des Kinder Delice là? Là il y a quand même un petit souci. Voilà. Donc forcément quand on me dit comment tu projettes le féminisme, moi, comme beaucoup de gens de mon âge et plus jeunes surtout, j'arrive pas à me projeter à plus de 10 ans, quoi. Écoute, une chose à la fois. Ouais. Puis, désolée. Non, mais moi, c'est ce que je te disais au début de l'interview. C'est pour ça que j'étais contente de te recevoir. C'est parce que ça m'ouvre aussi d'autres perspectives, en tant à la fois que créatrice de contenu, tu vois, pour les interviews, mais en tant que personne. Je me suis énormément nourrie de cette interview. Donc, je te remercie vraiment pour ça, pour ton temps. C'était un plaisir. C'était trop bien. Il y a une petite tradition à la fin du Clic d'Alix, c'est que tu mentionnes un créateur, une créatrice, quelqu'un que tu aimerais bien voir à ta place. Comme ça, bam, petite passe décisive de ma part en DM. Ok. Et puis, alors, c'est soit quelqu'un que tu connais, soit quelqu'un pour bien questionner un petit peu. Oui, avec plaisir. Moi, j'aimerais trop que tu invites Louane Mancho. Donc, c'est la femme de ma vie, par ailleurs. Mais c'est une créatrice qui a 23 ans, 22. Non, c'est une créatrice qui a 23 ans et qui est émancipée de tout ce qu'on impose aux jeunes de cet âge-là et qui fait notamment énormément d'aventures très inspirante, notamment pour les femmes. Et en plus, elle les fait de façon écologique. Donc, c'est génial.
Ce sera hyper en lien avec ça. On met tous les réseaux de Louane, de Swan, les miens dans la barre d'infos et puis ça s'affiche un peu sur l'écran. Tout ce dont on a parlé, je vais essayer de documenter à fond la barre d'infos comme d'habitude. C'est dans la barre d'infos. Vous nous dites ce que vous avez pensé de cette interview dans les commentaires. Comme d'hab, on est chill, on est bienveillant et le message passera mieux en étant poli et bien élevé. Et merci beaucoup, Swan. Merci encore. C'était vraiment un honneur. Et je suis ravie. Merci d'avoir autant creusé ces questions. Avec plaisir. C'est cool d'avoir une tribune pour pouvoir parler de tout ça. Et ça fait très plaisir. Et nous, on se retrouve très très vite dans un prochain épisode du Click d'Alix. À bientôt. Ciao. Ciao.